attention, il y a la bise. On va essayer de respecter le parcours en fonction de la météo. Ça risque de brasser un peu dehors quand même. Donc on va voir jusqu'à où on peut aller en fonction de la vitesse du bateau. On va voir ce qui se passe dehors. Donc je vous laisse la parole. Bonne sortie, messieurs, dames. Merci. Bienvenue sur la Neptune, bonjour. Je suis Nicolas Foy, architecte à la conservation du patrimoine architectural de la ville de Genève. Et donc le titre de cet exposé est La Neptune, une histoire de pierre. Les sources principales de cet exposé, ce sont les travaux de Madame Isabelle Brunier, historienne de l'art, qui a publié dans les monuments d'art et d'histoire du canton de Genève ces livres noirs qui sont très bien documentés sur l'histoire de Genève. Elle a aussi donné une conférence en avril 2016 intitulée « Provenance et mise en œuvre des matériaux pierreux à Genève », justement, c'est le sujet d'aujourd'hui. Il y a aussi Madame Christine Amsler, historienne de l'art, qui a écrit deux volume très intéressant sur les maisons de campagne genevoises au XVIIIe siècle, et Madame Leila Elwakil, professeure et historienne de l'art, qui a écrit son livre « Bâtir la campagne pour les maisons de Genève 1800 à 1860 », donc le 19e. Et il y a aussi le livre de Gérard Cornal, Les barques du Léman. Donc, dans le cadre du thème Sans frontières, les barques du Léman ont joué un grand rôle pour les échanges commerciaux. Elles ont contribué au transport de matériaux pendant plusieurs siècles et elles ont permis de chercher des pierres justement au-delà de Genève, de plus en plus loin, jusqu'au bout du lac. Et à travers la provenance et l'échange des matériaux, les barques nous invitent à un voyage hors des frontières de Genève, mais qui demeure régional. Donc je rappelle que le thème des Journées du patrimoine de cette année est Sans frontières. Alors, maintenant quelques mots sur la barque Neptune, sur laquelle nous nous trouvons. Donc elle a été construite en 1904 à Locum, qui est un hameau de la commune de Meyry. Meyry est sur la rive française du lac, plus loin qu'Évian, au bout du lac. Son port d'attache était Thonon et la barque était française. La barque était française. Elle a été vendue à un monsieur Torrent en 1929 et elle devient suisse. Ensuite, elle est vendue en 1972 à l'État de Genève et puis maintenant, c'est la Fondation Neptune qui s'occupe justement de son entretien et de sa gestion. Donc les barques servaient au transport des matériaux de construction et des bois de chauffage. Et au XIXe siècle, la pierre de Meyry est le matériau le plus important. Mais la pierre n'est pas le seul matériau transporté. Il y a aussi le gravier, la chaux, le ciment, le plâtre, la rocaille et le bois. Donc la marchandise se transportait principalement sur le pont et seuls les matériaux légers tels que le bois ou l'écorce étaient dans la cale. Alors ceci, c'est... D'habitude, on met les matériaux lourds plutôt en fond de cale, mais là, c'était l'idée de pouvoir décharger les pierres avec des brouettes et de ne pas avoir à utiliser d'engins de levage. Donc la marchandise est placée souvent sur les bords pour laisser l'accès au mât au milieu du bateau. La Neptune peut transporter 80 mètres cubes de pierre. Or, quand on sait que ça veut dire qu'elle mettra 120 tonnes de pierre, c'est assez considérable. La barque fait en moyenne 2 ou 3 voyages pendant la semaine. Et puis comme il y a une période où la construction est un peu ralentie, ça veut dire que les dimensions que j'ai trouvées, c'est la longueur jusqu'à la quille 23 mètres 04, la longueur hors toute 27 mètres 25 et la largeur 7 mètres 30. Alors à partir du mois d'août 1914,
les arrivées de barques diminuent brusquement et le trafic ne reprend presque pas à l'armistice en 1918. Alors ça, je vous expliquerai pourquoi. Alors pour revenir maintenant aux matériaux de construction de Genève, il faut juste voir qu'au début, c'était la pierre de récupération. Donc on prenait les pierres de rivière qui étaient plus faciles à trouver, plus proches. C'était des pierres qui étaient appelées galets ou boulets, on appelait boulets à Genève. Et cette façon de faire est très ancienne et qui a la même durée jusqu'au 19e siècle. Ensuite, il y a la récupération. C'est-à-dire qu'au moment où on a démoli les faubourgs pour agrandir les fortifications, on s'est retrouvé avec de nombreuses pierres d'édifices à réemployer. Alors ces pierres étaient réemployées en général pour les nouvelles fortifications, mais pas seulement, aussi pour les édifices civils. Mais le manque de pierres était chronique. Alors maintenant, les différentes sortes de pierres, enfin les principales sortes de pierres qui ont été utilisées, il y a la molasse, qui est en fait un grès molassique. Alors le grès, c'est une roche qui est formée de grains de sable siliceux, agglutiné par un ciment qui peut être siliceux, argileux ou calcaire. Mais ça veut dire que la pierre, la molasse, c'est une pierre plus tendre, plus friable. Tandis que le calcaire, ou pierre de roche, aux alentours de Genève, et c'est une pierre plus dure, formée par du carbonate de calcium. Alors il y a différentes sortes de calcaire, il y a différentes carrières, on en parlera. Et ensuite, il y a les pierres de provenance justement plus lointaine qui nous intéressent beaucoup puisqu'elles ont été en grande partie transportées par la Neptune et d'autre part, parlera, qui a déjà été importée au XVIIe siècle. Et à partir du XVIIIe, son emploi se généralise justement pour la construction des fortifications. Parce qu'à cette époque, Genève fait un énorme effort pour améliorer et consolider ses fortifications. Et ensuite, il y a le marbre de Saint-Tryphon, qui en fait n'est pas vraiment un marbre, c'est un calcaire siliceux et qui se taille très bien. Et lorsqu'il est poli, il a une belle couleur gris anthracite, presque noire. Et l'exemple qu'on peut voir en ville, ce sont les deux colonnes de part et d'autre des deux entrées de l'hôtel de ville. Vous avez des colonnes noires, et elles sont justement des colonnes de Saint-Tryphon. Par contre, on sait qu'elles n'ont pas été transportées par les barques, mais par un ourson, c'est-à-dire un chat d'identification, justement. Alors, comme je l'ai dit, au début, on a utilisé ces pierres de récupération. Et puis ensuite, on a, pour les parements des murs, on a utilisé aussi de la molasse provenant de différentes carrières terrestres situées à Cologny, au Vengeron, à Preny, Chambésy, mais aussi dans le pays de Vaud. Il y avait à Coppet, Grand Founet, Nyon et jusqu'à Lausanne. Et la grosse maçonnerie comprenait aussi au XVIe siècle des blocs de tuf de Jussy, Gaillard et Benien, et surtout de Saint-Gingolph. Donc on revient à des pierres plus lointaines. Et donc la mairie, c'était surtout au XVIIIe siècle. Maintenant, je voulais juste parler un peu des matériaux pour la construction des domaines, parce qu'on va voir plusieurs domaines. D'ailleurs, ici, il y a la Villa Lagrange. Alors, je vais juste peut-être faire un petit commentaire sur la Villa Lagrange. En 1768-1770, c'est aujourd'hui le centenaire de l'appartenance de cette maison à la ville de Genève, parce que William Fabre a légué cette propriété à la ville.
il y avait deux conditions. Le parc devait rester public. Par contre, la maison était à l'usage exclusif du conseil administratif de la ville de Genève. Et c'est toujours le cas. Donc maintenant, pour des réceptions officielles, eh bien, le conseil administratif utilise la ville à Lagrange. Ensuite, on a le parc des Ouviers. La ville à Lagrange était entièrement en pierre de taille. On ne sait pas exactement la provenance, mais c'était de la molasse, principalement. Tandis que cette maison a uniquement la façade principale en pierre de taille. Les autres façades sont avec de la maçonnerie enduite. Et bon, alors sur les autres façades, il y a quand même les encadrements de fenêtres, de portes, les bandeaux, les corniches et toutes sortes d'éléments qui sont en pierre de taille. Mais les murs sont en maçonnerie enduite. La propriété est achetée par Martin Bodmer, donc une famille zurichoise, et il était collectionneur de manuscrits et fondateur de la fameuse Bodmeriana, qui est cette bibliothèque assez extraordinaire. Et il a inauguré cette bibliothèque en 1951 et 20 ans après, il fait don de sa collection à une fondation qui est présidée par son fils Daniel Bodmer. Et en 2003 est inauguré le nouveau musée de la fondation qui est conçu par l'architecte Mario Botta. Et alors, juste en quelques mots, les fleurons de la collection sont quelques 200 manuscrits occidentaux, 100 manuscrits orientaux, environ 2000 autographes et 270 incunables. Donc je rappelle que l'incunable se dit dans une phrase qui date des origines de l'imprimerie. Et la deuxième, Gutenberg, donc le premier livre imprimé. Actuellement, la propriété appartient toujours à la famille Bodmer. Voilà, les Guionati étaient une famille d'origine de Lucca en Italie, qui s'est réfugiée à Genève pour cause de religion. A accueilli de nombreuses personnalités, notamment Lord Byron, qui s'était aussi lié d'amitié avec le poète Shelley, qui était aussi dans une maison un peu plus bas sur le coteau de Colonie. Et Shelley avait comme dernière épouse Mary Godwin, qui était l'auteur de Frankenstein, du savant Frankenstein, différents éléments. Vous voyez les chaînes d'encre, vous voyez le bandeau en façade, les encadrements de fenêtres sont en pierre de taille, mais sinon c'est une maçonnerie enduite. Et il y a une colonnade d'ordre toscan, donc qui était une maçonnerie enduite, parce que c'est un petit peu l'idée à Genève d'avoir des maisons qui ne sont pas trop luxueuses, pas trop visibles. Et c'était aussi pour des raisons d'économie. C'est-à-dire qu'on fait peut-être une façade en pierre de taille, mais les autres façades sont crépies. Et c'est vrai aussi que quand on crépit, on peut cacher la maçonnerie derrière, qui est peut-être assez grossière ou avec des pierres pas très belles à voir. Et justement, il y a des pierres de Meillerie, souvent dans ces maisons, mais qui sont cachées par le crépi. On veut quand même donner une impression de pierre de taille, eh bien on peint des faux joints sur la façade pour donner l'illusion de... Avec les barques, après, on a pu en transporter, en faire venir un peu plus loin, de Meillerie. Par contre, on a des exemples qu'un architecte qui s'appelait Krieg, qui avait construit une maison près du Salève, a utilisé de la pierre de Morlaix parce qu'elle était beaucoup plus proche. Voilà, donc c'est le choix des architectes, le choix aussi des propriétaires de Verrières. Verrières, c'est une carrière située près d'Archamps, donc au pied du Salève. Il y a aussi la roche blanche du Jura, qui est
employé dans ces maisons, mais qui est en général utilisé pour les soubassements et les fondations parce que c'est une pierre plus solide et plus dure que la molassage. Donc c'est une manière de tailler la pierre en marteau. C'est un marteau avec deux têtes, et puis au bout des têtes, il y a des pointes en pyramide, et quand on tape sur la pierre, on peut comme ça donner un relief. Quant aux tuiles, les toitures sont en général peu pentues, alors ce sont des tuiles d'Hermance ou des ardoises du Triangle en Valais. En direct de la Neptune, nous sommes des Bakouni, et nous sommes 6 pour faire naviguer la barque. Nous sommes des bénévoles et il nous faut un patron professionnel. C'est l'équipage standard pour naviguer ça avec la Neptune. Et aujourd'hui, on n'a malheureusement pas pu mettre les voiles parce qu'il y a trop de monde. Quand on navigue avec les voiles, c'est complètement Et tous les deux, plus personnellement, tous les deux, qu'est-ce qui vous a fait venir sur le Neptune en fait? Et le plaisir d'être sur le lac, le plaisir d'être en équipage, de faire de la voile, de la cheville-voile, de voir le soleil qui est en train d'apparaître. Et depuis combien de temps vous êtes là? Moi, ça fait 6 ans. Wow. Ça fait 3 ans. Bien, superbe. Merci beaucoup. Merci à vous. Fenêtre, c'est un cadrement qui porte, mais c'est une maison en crépi. Et divers propriétaires se sont succédés, les Dominicé, les Marignac, et la propriété a échu à Blanche Bard de Marignac et à son fils Édouard, et ensuite à ses 3 fils, donc elle est toujours dans la famille. C'est Campagne Bard, et c'est encore depuis en tout cas 150 ans propriété de cette même famille. Et puis sinon, je ne sais pas si on la verra, il y a une très jolie maison au creux de Gentot qu'on voit peu parce qu'elle est derrière les arbres et qui avait la particularité d'être construite non pas comme les autres regardant le Mont Blanc, mais regardant Genève. Mais bon, il y a des très beaux arbres, il y a des grandes allées de marronniers, c'est pour ça qu'on la voit malheureusement pas très bien depuis le lac. Puisque j'ai un peu de temps avant qu'on arrive au château Rothschild, je vais aussi vous parler d'une campagne, d'une maison dont on a parlé dans la presse ces derniers temps, qui s'appelle Rive-Belle. Quand on passera devant, je vous la montrerai. C'est une très jolie maison qui a été construite par Charles-René Pictet de Rochemont et qui était le fils du grand Charles Pictet de Rochemont qui a été négociateur et diplomate pour Genève au congrès de Vienne. Et alors, Charles-René était aussi diplomate, homme d'affaires, député. Et il a fait construire une sorte de petite folie, c'est-à-dire une maison de plaisance, qui était d'un style nouveau à Genève, puisqu'elle date de 1834-1836. Et c'est une maison de style néoclassique, pas très grande. Elle est de couleur rose, alors on la verra, elle est juste après le Vengeron. Et à l'intérieur, les pièces du rez-de-chaussée sont encore pourvues de leur décor d'origine, ce qui est rare, et il y a des fresques, des très beaux ensembles de fresques. Les ensembles remarquables qu'on peut encore voir à Genève, ce sont le Palais Hénard et la Villa Bartoloni qu'on verra plus loin. Actuellement, elle est propriété de l'État de Genève et elle abrite l'Institut Confucius de l'Université de Genève, qui est destiné à l'étude du chinois et de la Chine contemporaine. Alors, l'État envisage de vendre la propriété. Bon, c'est une parcelle de 11 500 m², et il y a une expertise de 2015 qui donne une valeur d'environ 30 millions, mais qui baisserait à 15 millions si l'accès au lac est maintenu. Alors,
Alors, non, il y a encore la décision. Un avis favorable. Donc les opposants parlent d'organiser un référendum si vraiment la décision est prise. Voilà. Il faut voter, on verra ce que ça donne. Coteau de Monnier tout en haut. Exactement, c'est baron Adolphe de Rothschild qui était banquier. Il date de 1857-1860 et les plans ont été faits par les architectes anglais George Stokes et Joseph Paxton. Mais la réalisation du chantier est confiée à Francis Gindreau qui est un architecte local. Alors, juste une petite parenthèse, Paxton était la première grande exposition universelle. Et ensuite, il a été démoli, non, il a été transféré au sud de Londres et il a été complètement démoli par un incendie en 1936, donc il n'existe plus. Enfin, c'était des grands architectes de l'époque. Et alors, donc à l'origine, le château ne comporte que 2 niveaux, couronnés d'un toit-terrasse. Mais assez vite, à cause des... pour loger le personnel, on ajoute un toit à la mansarde. Le toit est percé de grands oculi, qui sont ces ouvertures ovales ou circulaires. Et cette façade est vraiment d'inspiration éclectique, c'est-à-dire prenant des éléments de différentes architectures, et c'est un style très nouveau à Genève pour l'époque. Les façades sont entièrement en pierre de taille, comme la Villa Lagrange et d'autres exemples, mais qui sont quand même assez rares à Genève. Mais on ne connaît pas la provenance des pierres. Il faut dire que bon, c'est peut-être dans les archives familiales, il faudrait faire encore des recherches pour en savoir plus. Alors actuellement, elle est propriété de l'État de Genève et il y a l'usufruit pour la veuve et le fils de feu Edmond. Les articles sur Meillerie, on dit beaucoup que l'ONU aurait des pierres de Meillerie. Alors, c'est pas tellement le cas parce que si on regarde la construction, en fait, il y a une armature métallique importante qui laisse peu de place à la pierre, c'est plutôt du béton, et à l'extérieur il y a des pierres de taille mais qui sont d'autres provenances. Il y a des pierres de France, la pierre d'Euville, la pierre de Savonnières. Savonnières c'est en Lorraine, Euville aussi, et c'est à la hauteur de Nancy, à l'ouest de Nancy, pour situer un peu. Il y a de la pierre de Suisse aussi. Je parle toujours du bâtiment jaune, en fait, à gauche, le bâtiment des années 30. Il date donc de 1929 1938. Il a été construit en plusieurs étapes. Et il y a aussi de la pierre d'Italie, du travertin de Toscane, pour 1100 mètres cubes. Mais surtout, la pierre la plus utilisée pour ce bâtiment-là, c'était la pierre de Laufon, ou Laufen, à Bâle-Campagne, 2300 mètres cubes. Donc ça, c'est la pierre la plus utilisée pour construire tout ce bâtiment. Alors, je pensais, donc l'Organisation mondiale du commerce, qui est un bâtiment qui a été construit en 1926. C'est un architecte français qui s'appelait Georges Épiteau. Et il s'inspirait des palais florentins, donc avec cette grande corniche, ces fenêtres régulières, verticales, et puis les arcs au rez-de-chaussée. Mais enfin, c'est une construction en béton, donc là il n'y a pas de pierre de taille, donc je ne vais pas trop m'étaler là-dessus. Ensuite, en rose, vous avez la villa Barton. Et c'est un Britannique qui s'appelait Sir Robert Peel qui a transformé cette maison. A été léguée par Victoria Peel, veuve
Daniel Fitzgerald Barton, là, à la Confédération en 1936. Alors je cite, à l'expresse condition que la propriété ne soit jamais partagée et que les arbres restent dans leur état actuel sans être coupés. Voilà. Mais la maison, en 1959, il y a une autorisation de construire qui a été déposée et qui malheureusement a été acceptée, qui prévoyait la démolition de la toiture de l'époque, la construction d'un deuxième étage, d'une toiture à 4 pans avec un étage habitable qu'on voit là, et toutes sortes de transformations. Donc la maison a perdu son charme et son caractère d'origine. Ensuite, les Bartolomei étaient une famille d'origine de Florence. Et c'est pour ça que c'est Jean-François Bartolomei, propriétaire constructeur, qui l'a fait construire en 1828-1830. Et la demeure est de caractère méridional. Donc vous verrez, il y a une grande loggia et puis une esthétique italienne. Et le décor intérieur est de style pompéien. Alors bon, dans les grandes lignes, ça veut dire qu'il y a des couleurs vives, des guirlandes de feuilles, de fleurs, on voit des oiseaux, des animaux, et puis des personnages et scènes mythologiques. C'est des rares décors qu'on peut encore voir. Et en fait, on peut y aller parce que c'est actuellement le musée d'histoire des sciences. Donc c'est public. Gustave Moignet, qui était juriste et puis cofondateur de la Croix-Rouge, président du CICR pendant de nombreuses années, avait épousé justement une fille de Barthélemy Paccard, avant le domaine à la Société des Nations. Alors là, contrairement à la Villa Bartoloni, où on voit que la façade principale est entièrement en pierre de taille, alors que les autres façades sont enduites de crépi, la Villa Moignet est une villa qui est entièrement oui, non, une pierre de taille. Il n'y a personne devant le pré, et la villa est juste derrière. C'est la Villa Moignet. Et alors la villa blanche que vous voyez là, c'est la Villa Plantamour. Le nom c'est Bon Repos de la propriété. Et alors, Philippe Plantamour a légué sa propriété en 1875 à la ville de Genève, je cite, dans le but de conserver aux Genevois la jouissance d'un bord de lac en belle position. Et il soumet ce don à deux conditions: qu'il ait ni café, ni restaurant, ni casino, ni cours-salle, ni aucun établissement de cette nature sous quelque nom que ce soit. Voilà, c'est bien clair. Hein, voilà. Et c'est le cas. Alors maintenant, il abrite le Centre Henri Dunant pour le dialogue humanitaire. Voilà, je voulais encore juste aussi, on ne la voit pas d'ici, mais parler de la gare Cornavin, parce que, de nouveau, sur Internet, si vous regardez Mairie, on dit oui, la gare Cornavin a été construite en pierre de Mairie. Alors, c'était vrai pour l'ancienne gare, parce qu'il y avait une ancienne gare qui a été construite justement dans les années 1850, 1857-1858. Et alors, effectivement, elle était entièrement en pierre de taille et en pierre de Mairie, mais pour les murs et les fondations. Mais à la suite du développement des transports ferroviaires, la gare était trop petite, il a fallu l'agrandir à plusieurs reprises. Et puis, en 1928, on construit une nouvelle gare. Et par contre, dans cette nouvelle gare, on a des éléments des différentes pierres de taille, mais on ne mentionne pas la pierre de Mairie. On mentionne la pierre de Neuchâtel. Et puis pour les façades, le soubassement en granit du Tessin est revêtu avec des pierres des carrières de Laufen en allemand, donc de bas campagne. Alors là, de nouveau,
on s'est fourni plus loin grâce au train, grâce au transport routier, donc on a pu aller chercher des pierres ailleurs. Et alors voilà, donc on arrive maintenant au bout. Je voulais simplement dire que vous avez pu vous rendre compte quand même de l'importance des barques du Léman pour toute une partie des constructions de la ville de Genève et aussi des domaines aux alentours. Et puis que de nombreuses pierres de mairie sont bien visibles encore sur les murs des fortifications et de certains monuments, mais d'autres ne sont pas forcément visibles puisque, comme je l'ai dit, elles sont présentes dans les soubassements, dans les murs et également derrière les crépis de nombreuses façades. Donc les barques du Léman ont contribué à l'échange de matériaux dans le bassin lémanique, mais avec les premières lignes de chemin de fer, et au moment de leur développement, les barques ont petit à petit perdu de l'importance. Et certains lieux autour du Léman, donc, qui n'ont pas su s'adapter à ces nouveaux moyens de transport, ont vu leur carrière de pierre délaissée. Mais heureusement, donc, la Neptune a trouvé une nouvelle activité très appréciée en transportant justement des personnes pour les loisirs et puis en offrant un cadre admirable pour ces événements. Et alors, ils sont utilisés.